Oui, c'est bon. Très bien. Donc l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment on peut utiliser les outils Jira et potentiellement d'autres outils pour la validation dématérialisée des systèmes informatisés. Donc voilà, faire un petit peu abstraction des présentations historiques pour enfin des formats de validation historique, à savoir l'utilisation de Word, Excel, pour vous montrer comment on peut dématérialiser ces process, quels sont les avantages et surtout le gain de temps et en termes de ressources que vous avez à y gagner en passant sur cette validation dématérialisée. Excuse-moi, Aurélie, vous Ah, très m'entendez bien. maintenant? Oui, Ok, très bien, CM. Là, je te relève. désolée. Pas de souci. Bonjour à tous, je suis désolée, en fait, il y avait un problème de son. Vas-y, CM, tu peux y aller du coup. Je peux garder la main sur la projection, je te laisse. Ok, bah, ouais, s'il te plaît, je te laisse Voilà. garder la main. Ok. Donc, bonjour à tous, je suis désolée pour le petit problème technique. Donc, moi, c'est du coup Siham Louni, je suis consultante en validation de systèmes informatisés chez ADN et je vais vous présenter donc aujourd'hui cette validation dématérialisée avec les outils Atlassian. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une petite présentation d'ADN. Donc, ADN est une entreprise donc de conseil digital qui réunit méthodes, métiers, techniques et réglementaires. Euh, donc, elle a été créée en 1993. Elle compte à peu près 30 employés donc sur deux sites, Paris et Lyon, et avec quatre centres de compétences, la qualité, l'agilité, l'ingénierie des systèmes et la sérialisation. Donc, tu peux passer à la suivante, Aurélie. Donc, notre vision chez ADN, c'est des consultants formés avec une équipe qualité et technique qui permet de répondre aux exigences réglementaires et qualité sans freiner le métier. Pour cela, on se focalise donc sur la valeur des activités et non sur la production documentaire, ce qui nous permet de générer des documents de qualité plutôt que de la documentation. Et pour cela, on utilise donc un outillage adapté qui nous permet de garantir un processus reproductible et sécurisé. Tu peux passer à la suivante. Donc là, vous avez le lien vers le catalogue des services ADN si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà. Donc ensuite, pour la présentation d'aujourd'hui, comment elle va se dérouler? Donc tout d'abord, nous allons commencer par une introduction. Introduire donc le contexte, les outils Atlassian et leur domaine d'application. Ensuite, on va parler du besoin, que ce soit au niveau de l'industrie ou des exigences de l'écosystème applicatif. Et enfin, on va voir comment répondre à ce besoin avec les spécifications fonctionnelles des outils et une proposition de mise en œuvre. Donc, le passage de la validation papier qui est basée sur la documentation à une validation sans papier qui est basée sur les données constitue donc un changement de paradigme. Tu peux passer. Ce changement de paradigme, donc, il est traité par le GAMP 5 dans sa seconde édition, puisque dans cet extrait, par exemple, il dit que la tenue de dossiers et d'informations dans des outils logiciels appropriés et efficaces est essentielle et encouragée. Euh, Cet autre extrait du GAMP 5, qui est donc l'appendice M9, traite de la gestion documentaire et de l'importance de se tourner donc vers la dématérialisation et les outils de dématérialisation. Euh, cette qualification sans papier qui sera basée sur la donnée, pour la réaliser, donc on a besoin d'un outillage adapté et d'un écosystème, pardon, applicatif mis en place. Chez Ouais. ADN, Oui, tu peux je vais passer, juste, ouais, je vais juste oui, vous le couper. Je vais sondage. me permettre de vous passer un petit sondage. Euh,
c'est dans un premier temps pour savoir un petit peu quels sont vos différents profils. Voilà, qu'on ait un petit peu une vue représentative de qui assiste à ce webinaire aujourd'hui. Merci pour vos votes. Super. Merci beaucoup. Je vais vous partager les résultats. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est ici présent 60% à peu près de représentants des équipes qualité et 30% des équipes IT, 4% de consultants et 8% issus de la R&D. Voilà. Et j'ai juste encore une deuxième question, de savoir si vous aviez déjà eu le temps de parcourir la seconde édition du GAMP 5, si c'était une norme, enfin pas une norme, pardon, un guide dont vous aviez connaissance et si vous aviez eu le temps de le consulter. Puisque ce nouveau guide va vraiment appuyer ce qu'on vous présente aujourd'hui, hein, puisqu'il encourage vraiment l'utilisation d'outils pour avoir une validation plus sécurisée, plus pratique et surtout qui permet aussi de gagner en efficience. Donc, merci pour vos votes. Donc, on en a quand même 54% des participants aujourd'hui qui n'ont pas encore eu le temps de lire ce document. Donc, merci beaucoup. Et Siem, je te relaisse la main. Donc, je passe à la slide Merci. suivante. Ok. Merci Aurélie. Du coup, merci pour les votes. Nous, chez ADN, donc pour répondre aux recommandations du GAMP 5, on utilise l'écosystème Atlassian qui permet, qui est un ensemble d'applications qui permettent de partager les données donc de manière fluide, d'effectuer des analyses d'impact, des contrôles de cohérence des données. Ils permettent également d'offrir un tableau de bord de pilotage et des services qui vont permettre de faciliter la discussion et la prise de décision entre les différents partenaires. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, pour ces outils-là, ils peuvent être utilisés dans les domaines du dispositif médical et dans le domaine pharmaceutique, dans tout système informatisé utilisé dans le cadre d'activités réglementaires, pour les projets gérés en cycle en V et pour les projets gérés en agilité. Donc, les avantages de cet écosystème ou de ces outils-là, c'est de faciliter donc le travail collaboratif puisqu'ils garantissent la traçabilité et l'intégrité des données. Ils permettent aussi de gagner du temps en routine, de maîtriser les responsabilités et les workflows. Ils garantissent un processus reproductible et d'avoir aussi des preuves en cas d'audit ou d'inspection. Donc, d'autres avantages aussi de ces outils, c'est qu'ils permettent de documenter et de tracer toutes les étapes d'un projet de validation en allant de la planification aux rapports finaux. Ils permettent de se concentrer sur la donnée plutôt que sur la documentation avec la gestion unitaire des éléments. Et bien évidemment, on va pouvoir trouver tous les éléments d'une validation classique. Et aussi, ils permettent une gestion plus précise des éléments avec l'identification unique, le statut et la version pour chaque élément, et aussi de relier chaque élément à une version, à une release du système. Et enfin, ces outils permettent d'appliquer les recommandations du GAMP 5 dans sa seconde version. Donc, l'un des avantages majeurs de ces outils, c'est de pouvoir donc manipuler, renseigner, contrôler les éléments de manière unitaire. Donc là, par exemple, on a des éléments classiques, donc des URS, des spécifications fonctionnelles, des risques. Mais la différence, c'est que chacun de nos éléments sera traité donc de manière unitaire. Et donc, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Et donc, chaque élément aura sa propre version et son propre statut. Donc, ce qui facilite du coup le contrôle de ces différents éléments
par rapport aux méthodes avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc maintenant, nous allons regarder donc une série de vidéos sur un projet donc concret en utilisant ces outils-là, les outils Atlassian, et voir comment tirer profit de ces outils pour faciliter la gestion de nos projets de validation. Tu peux passer à la suivante. Donc ici donc c'est la première vidéo. On va prendre un exemple de projet qui s'appelle DMC Plugin. Donc, dans ce projet-là, sur la vue Jira, vous avez, pardon, la vue sur le tableau de bord de tous les éléments qui constituent ce projet-là, avec les différents états des éléments. Vous avez la possibilité avec Jira, pardon, de créer plusieurs tableaux de bord et de séparer vos éléments. Par exemple, là, on a un tableau de bord spécial pour les éléments de type bug. Donc, on va trouver ici que les bugs. On peut retrouver des tableaux de bord pour les tests, par exemple, comme celui-là. Donc, celui-là, c'est un tableau de bord que pour les tests. On retrouve ici donc tous les types de tests, les exécutions, les plans. J'ai la possibilité de filtrer par personne. Donc, ici, je peux voir les éléments qui sont assignés à telle ou telle personne. Et je peux également filtrer par type d'éléments. Par exemple, ici, donc, j'ai les tests, les exécutions de tests, les plans de tests et les tests sets. Et moi, je vais filtrer donc sur les exécutions de tests. Donc, si je clique sur X-Ray Test Execution, je ne vais voir dans mon tableau de bord que les éléments de type exécution de test. Je peux combiner entre les deux filtres pour voir l'exécution de test d'une personne en particulier. Donc voilà pour cette première vidéo de manière générale, comment on manipule les tableaux de bord dans Jira, Je vais les faire juste une différents petite filtres, remarque etc. Oui, là-dessus. C'est que là, oui, effectivement, on a vraiment la possibilité de faire de la gestion de projet associée aux éléments de validation, hein. Et quand on discute avec les clients, c'est ça qui pêche parfois, c'est de dire, ah ben voilà, est-ce que j'ai bien d'avoir la visibilité, l'exécution de test là, est-ce que je l'ai bien délégué à mon utilisateur? Est-ce que mon utilisateur, il en est où? Bon, voilà. Donc, on a vraiment, quelque part, en s'appuyant sur Jira, bah, les capacités de gestion de projet de Jira, notamment les Kanban, hein, qu'on va retrouver aussi en mode agilité. Je referme la parenthèse. merci, merci. Du coup, Aurélie, tu peux passer à la suivante parce que ça, c'est la même vidéo. Ah, pardon. Non, pas, Voilà. aucun problème. Voilà. Donc, dans cette deuxième vidéo, on va voir les workflows donc avec Jira. Jira donc nous permet de créer, de manipuler, de contrôler les accès sur les workflows et les applications des workflows. Donc, dans ce projet-là qu'on a pris comme exemple, je vais trouver ici tous les workflows qui sont appliqués dans ce projet-là et quels sont les différents éléments où ces workflows sont appliqués. Donc, on a des workflows qui seront appliqués, par exemple, que sur les spécifications, que sur les exécutions de tests, que sur les plans de tests, que sur les bugs, etc. Donc, on a ce contrôle-là qu'on peut faire. On peut aussi, donc comme vous voyez là, issue type, ça veut dire les éléments sur lesquels les bugs sont appliqués, pardon, les workflows. Ensuite, je peux modifier le workflow, je peux le visualiser. Je vais prendre donc le workflow des bugs comme exemple. En cliquant sur diagramme, je peux donc ici visualiser les différents états de ce workflow-là avec les différentes transitions entre ces états-là. Ensuite, je peux éditer ce workflow directement avec Edit Workflow, ce qui me permet donc d'apporter des modifications. Donc, je retrouve par exemple que ce workflow est utilisé dans 17 projets différents, donc appliqués sur l'élément bug. Je retrouve ici mon workflow avec les étapes, les transitions. Je peux choisir de faire apparaître ou pas les transitions entre ces états. Je peux rajouter des états ou des statuts avec le bouton Add ici. Je retrouve donc
Je peux choisir soit parmi cette liste des états, soit créer un nouvel état et le rajouter. De la même manière pour les transitions, je peux en créer et je peux réutiliser une transition qui existe déjà dans d'autres projets, par exemple. Ensuite, une fois que j'ai fait les modifications, j'enregistre, je retourne donc sur mon projet et je peux appliquer ce workflow-là que je viens de modifier ou de créer sur mes éléments de type bug. Donc, chaque création de bug va passer par ce workflow-là qu'on vient de créer et de configurer. Une autre information à savoir aussi sur les workflows, pardon, et sur leur gestion dans le cadre d'un projet. Cette partie est soumise à la gestion des droits. Donc, on peut choisir les collaborateurs qui peuvent ou pas modifier ces workflows-là. Voilà, tu peux passer à l'autre vidéo, s'il te plaît. C'est la même. Du coup, en fait, il fait ça à chaque fois. Ah oui, ok. C'est bon, je lance. Donc, dans cette vidéo, pardon, on va voir la création et la manipulation des versions de système avec Jira. Donc, ici, j'ai toutes les versions de ce projet-là. Je peux les filtrer par état. Je peux visualiser ici la version, le statut de la version, le progrès sur la version, le nombre d'éléments sur cette version qui sont au statut done, le nombre d'éléments qui sont en cours, le nombre d'éléments qui sont au statut, qui n'ont pas encore démarré. Je peux visualiser donc la date de démarrage, la release date. La release date, elle va me permettre de me situer par rapport à l'avancement au projet. Je peux voir si je suis en avance, en retard dans les temps par rapport à cette date, à cette date-là, pardon. Je peux également voir directement ici la description de la release. Donc, si je suis chef de projet, par exemple, je prends un exemple, celle-là, donc la 1.3.12. Ici, on va voir les détails de cette release en particulier, notamment la release note que je peux directement visualiser ici. Je vois également ici tous les éléments rattachés à cette release-là, leur état, la personne à qui ils sont assignés et le type d'élément rattaché à cette release. Donc, est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est une exécution, etc. Je peux filtrer. Je peux suivre le progrès directement ici avec Progress. Je peux voir tous ces éléments-là avec le nombre dans chaque étape. Donc, je peux voir tous ces éléments-là ici directement. Je vais prendre un exemple. Donc, je vais prendre l'élément 776 qui est dans ce cadre-là, c'est une spécification. Dans cette spécification, on va trouver donc une description courte, une description longue pour plus de détails, pour savoir de quoi on parle. On a le bouton Add qui nous permet de rajouter du contenu à cet élément-là. On peut rajouter des attachments, on peut rajouter des sous-tâches, on peut rajouter du contenu web, du contenu Confluence, que ce soit nouvelle page ou création ou ancienne page. Et on a notamment le bouton Linked Issues. Ce bouton-là, il nous permet de relier cet élément-là avec d'autres éléments Jira du même type ou de type différent. Donc, cette spécification, par exemple, elle est reliée à deux tests. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de liaison, il est configurable. En fait, vous pouvez choisir le type de liaison selon le lien entre les tickets, entre les deux éléments. Donc là, j'ai une spécification qui sera testée par deux tests. C'est pour ça qu'on a is tested by. Après, on a donc la partie test coverage qui nous permet de voir les tests qui sont rattachés à cette spécification, le statut des exécutions et le statut d'exécution de chaque test en particulier. Ensuite, j'ai cette partie activity qui me permet de rajouter des commentaires à ma spécification.
si j'ai besoin de clarté, de visualiser l'historique des modifications avec ce bouton History qui me permet d'avoir la traçabilité sur toutes les actions de modification faites sur ce ticket. Je vais retrouver donc la personne qui a fait l'action, l'eurodatage et l'action en elle-même. Donc Une petite voilà, anecdote, oui, Siem, en fait, on avait déjà fait ça avec d'autres outils et c'est vrai que, bon, là, vous voyez que, enfin, vous savez déjà que ce sont des outils qui sont souvent déjà utilisés par des équipes IT. Donc là, en fait, on vient se greffer sur des outils qui sont déjà IT pour faire de la validation. Donc, de facto, on favorise, je dirais, l'intégration. Donc, favoriser l'intégration, ça veut dire améliorer la communication. Et donc, si on améliore la communication, bah, souvent, on réduit les incompréhensions. Et en réduisant les incompréhensions, eh ben, on améliore les délais et on améliore la qualité surtout. Voilà. Et cette fonctionnalité de commentaire, en fait, elle est souvent très très utilisée parce que les gens l'utilisent surtout en télétravail ou à distance ou multisite pour échanger avec les développeurs. Tiens, ben, je comprends pas ta spécification. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Ah, c'est ça. Ah, au fait, et en fait, c'est très utile. Et donc, ça favorise, encore une fois, la collaboration, la validation intégrée, et donc ça augmente la qualité en réduisant en fait les incompréhensions. Hein. Voilà. Je referme ma parenthèse, mais ça, c'est un merci. retour réel du terrain sur des projets qui utilisent ce système ou des systèmes équivalents. Hein. Ok, merci beaucoup Philippe. Je rajoute juste une chose aussi pour, si tu peux juste revenir, s'il te Oh, plaît, pardon, je suis allée juste à trop la fin vite. de cette vidéo, tu peux juste aller à la fin. En fait, juste pour la partie activity, en fait, c'est une partie qui n'est ni supprimable ni modifiable. Donc, vous avez vraiment toute la traçabilité sur toutes les actions qui sont faites sur votre ticket ou vos tickets en général. Donc, voilà pour la partie, donc cette partie-là. Euh, alors, ici, donc, on reste toujours sur la spécification. On va rester sur cette spécification, donc pour voir plus de détails sur ce qu'on peut faire ici. Je reviens sur ma partie donc test coverage pour voir les tests plus en détail. Donc je vais sur le premier test. Le premier test, je peux le visualiser ici également. Donc j'ai toujours la description courte et la description longue, le summary et la description. Je retrouve notamment aussi le bouton Add pour rajouter donc le contenu, notamment les linked issues. Donc voilà, pardon. J'ai un autre bouton qui est donc Apps qui nous permet de signer électroniquement les tickets ou les éléments et de faire un suivi de temps aussi avec Tempo. Euh, donc, on retrouve la fameuse spécification 776 et cette fois-ci, comme vous voyez, le lien entre les deux a changé parce que j'ai un test qui va tester une spécification. C'est pour ça qu'on a test. Et donc, c'est configurable et on peut le changer selon le besoin. Je retrouve la signature électronique avec le signataire, le statut de la signature, l'eurodatage et le workflow de signature, approbateur, auteur, reviewer, etc. J'ai aussi la partie test des tests, puisque c'est un test, donc je vais retrouver le type de test ici, Cucumber pour celui-là. Je retrouve également les étapes de mon test. J'ai un certain nombre de boutons, par exemple, pour les préconditions, quand elles existent, je peux les voir directement ici. Les tests sets de la même manière, les tests plans également, je peux les retrouver directement ici. Aussi de la même manière pour les exécutions ou les runs de test. Donc ici, je vois directement le run et le statut du test dans ce run-là. Je retourne rapidement sur le test plan.
Donc, dans ce test plan-là, je peux déjà voir le statut ici. De manière générale, j'ai deux tests qui sont passed avec le pourcentage. J'ai un test qui est failed avec le pourcentage également. Donc, j'ai déjà une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé pendant l'exécution. Sur l'exécution, si je veux voir le détail de l'exécution de ce test, je clique J'ai seulement juste un sur... commentaire sur le test plan. Oui. Donc en fait, Tu le peux test plan, c'est un arrêter peu la vidéo, Ah oui, pardon. le juste test plan, pour... c'est un petit peu votre protocole, hein. Et là, vous avez vu tout à l'heure, en fait, que vous aviez en temps réel une évolution de l'exécution de votre protocole. Donc ça, c'est un avantage, c'est que ça vous permet de suivre tout de suite où en sont les exécutions. Alors ça peut être un protocole au sens QO, mais ça peut être aussi des tests qui doivent être réalisés par l'intégrateur. Vous voyez où en est l'intégrateur dans la réalisation de ces tests. Et à ce moment-là, ici, il a remonté des bugs. Ok, il y a des bugs, machin. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux démarrer ma validation à proprement parler. Voilà. Donc, le fait d'avoir tout le monde dans la même plateforme va favoriser encore une fois la collaboration. Maintenant, on rentre dans le test en lui-même, un peu plus dans le détail. Merci Philippe. Du coup, dans ce test-là, donc j'ai cliqué uniquement sur le bouton qu'il y avait donc sur le run d'exécution. Je retrouve mon test, je retrouve ces éléments-là sur mon test, notamment le statut du test, l'intervalle de temps d'exécution ici, la personne qui a exécuté le test, executed by, la version du système, donc on a choisi comme exemple dans la release et la version du test ici. Ensuite, on a une partie findings qui va nous regrouper les bugs et les preuves de test. Donc, on va retrouver la liste des bugs ici et la liste des preuves de test ici, que ce soit des captures d'écran ou des documents qui ont été rajoutés pendant l'exécution. Et comme vous voyez, pour chaque capture d'écran, j'ai l'eurodatage de la capture à côté. Donc, vous avez cette traçabilité également ici. Je peux rajouter des commentaires. Je retrouve ma partie détail de test avec un rappel du type de test ici, la description du test, le fameux linked issues, donc la spécification ou les spécifications et le scénario du test. Et je retrouve également la partie activité pour la traçabilité avec toutes les actions qui ont été menées sur ce test-là, la personne qui a fait l'action, l'eurodatage, etc. Donc, et de la même manière, c'est une partie qui n'est ni supprimable ni modifiable. Donc, vous avez le contrôle sur cette traçabilité-là et sur toutes les actions qui ont été faites pendant l'exécution par les différentes personnes qui ont été amenées à être sur ce ticket-là. Donc ensuite, toujours on reste dans les tests, on va retourner sur la spécification, mais pour voir le deuxième test qui était au statut failed. Donc je vais ouvrir ce test-là. Je vais également trouver donc la description courte, la description longue, les boutons Add et Apps pour les différents rajouts que je peux faire sur cet élément-là. Ensuite, sur le linked issues, on va retrouver aussi la spécification, la signature électronique et le détail du test. Cette fois-ci, c'est un test manuel. Donc, je vais trouver dans ce test-là des actions et des résultats attendus. Excuse-moi, Aurélie, peut-être la vidéo est arrêtée. Ouais, c'est bon, Ah, pardon. pardon, ouais, Ouais, pardon. c'est bon, ça marche, merci. Donc ici, donc comme j'ai dit, on va retrouver des actions, des résultats attendus. Euh, Non, ça. dans ce test-là, j'ai donc 4 steps. Donc j'ai 4 étapes à exécuter sur ce test-là, un test manuel qui est différent de celui qu'on vient de voir. De la même manière, on va retrouver les différents boutons préconditions, test set, test plan et run.
qui vont nous permettre d'avoir cet accès facile et rapide à tous ces différents éléments. On va retrouver le statut du plan de test, les exécutions. Donc ici, ce test-là, on va voir qu'il a été exécuté 2 fois. Donc ici, la première exécution, il est failed. La deuxième exécution, il est en cours d'exécution. On va voir donc la première exécution où il est failed en détail. Donc on clique directement sur ce bouton-là. On ouvre le test dans le testing board ou le tableau de bord de test. Donc, on va trouver notre test avec le statut qui est failed, l'intervalle d'exécution, la version du test, etc. Dans la partie findings, vous avez donc les défauts ici, avec pour chaque bug la step où le défaut a été rencontré, qui est renseigné là. Et à côté, vous avez le statut du bug. Ensuite, de la même manière, pour l'épreuve de test, on va retrouver la step où la capture a été rajoutée et le redatage de chaque step pour la traçabilité. Ensuite, on retrouve donc les détails du test avec la description, etc. Et là, vous avez les étapes de mon test. Et donc ici, déjà, avec ce code couleur, vous pouvez directement voir quelles sont les étapes qui sont au statut passed et quelles sont les étapes qui sont au statut failed. Donc, sans vraiment rentrer dans le détail avec les couleurs, on peut voir déjà qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on retrouve mon étape avec son résultat réel. Directement ici, je peux voir les captures d'écran qui ont été rajoutées et le statut de cette étape. Ensuite, pour l'étape qui est failed, je vois de la même manière le résultat réel, le bug ici et le statut du bug avec la petite description et la capture d'écran. Pour le bug, je peux aussi l'ouvrir directement à partir de là. Donc, je me retrouve sur mon bug. Je vais Ici. juste te faire une petite remarque. Oui, Donc, oui, oui, on a des clients en inspection, bah, ils ouvrent l'outil et ils montrent les données directement dans l'outil. Bah, en fait, quand on voit l'ergonomie là, on comprend que les inspecteurs, ils préfèrent voir des trucs verts, rouges ou verts que d'aller se palucher voilà, les documents de validation. Même si évidemment tout le monde sait que les documents de validation avec le papier de temps en temps ça rend des services, mais tout ça pour expliquer que voilà, la tendance aujourd'hui, c'est que même en inspection, bah, ils préfèrent aller voir directement dans les outils que d'aller regarder dans des protocoles ou des rapports. Je referme ma parenthèse, mais vous inquiétez pas, on va parler quand même des exports, hein. oui. Merci Philippe. Ouais, du coup c'est plus facile en fait avec ce genre de manipulation. On a tous les éléments qui sont centralisés, on a l'accès directement en quelques clics. Donc je continue du coup sur cette partie-là. En fait, comme je disais, pour le bug, j'ai directement la possibilité d'avoir accès à ce bug à partir de là. Je l'ai créé ou la personne qui a exécuté l'a créé et moi, je peux directement venir sur cette exécution, l'ouvrir et voir donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce bug-là avec les différents éléments qui sont renseignés dans cet élément. Donc, je retrouve la description du bug. Je retrouve, par exemple, la route cause, le plan d'action, etc. Je peux rajouter des commentaires, je peux rajouter des éléments selon le besoin, la clarté qui est nécessaire par rapport à ce bug-là, par exemple. De la même manière, pour le deuxième bug, pour la step 4, on retrouve donc ces éléments-là avec possibilité aussi de rajouter, de modifier selon la personne et selon le besoin aussi. Donc voilà, je pense que celle-là c'est terminé. Aurélie, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Je crois que c'est la même. Donc ici, oui, si tu peux démarrer la vidéo, s'il te plaît. Merci.
Donc, on va voir le test, enfin le même test du coup, mais qui est au statut exécuté. Donc, il est en cours d'exécution. C'est pas encore terminé. Donc, on va voir une exécution avec cet outil-là. Donc, on a le statut, on a le timer qui est déclenché et j'ai pas de date de fin parce que j'ai pas encore terminé l'exécution. Donc, je termine la dernière step qui reste. Donc, ce que je fais, je renseigne le résultat réel ici. Avec les détails nécessaires qui ont été trouvés pendant l'exécution. Donc ici, je rajoute un défaut. Par exemple, j'ai trouvé un défaut pendant l'exécution. Je peux créer un défaut et je peux ajouter un défaut qui existe déjà. Euh, donc là, je rajoute donc le titre de mon défaut ou une petite description pour avoir une idée générale sur le défaut. Ensuite, ici, je rajoute la description plus détaillée du défaut, qui sera plus longue du coup. Donc voilà, ici, je rajoute tous les détails nécessaires pour que les différentes personnes comprennent. Je relie mon défaut à une version du système ou à une release. Du coup, ça sera la 1.3.12. Je choisis une priorité au défaut pour le traitement. Je peux ajouter des labels à ce défaut pour une identification plus facile, par exemple. Je peux ajouter des documents à ce défaut-là. Je peux l'assigner à quelqu'un. Donc, avec ici assigner, je peux l'assigner à une personne ou à plusieurs personnes. Et donc, j'ai aussi d'autres éléments que je peux renseigner. Je crée le défaut. Donc, j'ai directement le lien vers mon défaut ici. Donc, je peux l'ouvrir directement à partir de là. Et ici, je trouve donc la description que j'ai rajoutée. Je peux rajouter l'environnement. Je rajoute une route cause ici directement et un plan d'action également directement à partir de là. Je termine donc les modifications. Je retourne sur mon test. Il nous reste un Je petit peu moins de rajoute 20 minutes, Siem, hein. Oui, pardon. Donc je fais vite, je rajoute la preuve de test euh, ici et du coup une fois que j'ai rajouté la preuve, je définis le statut donc a failed ici puisqu'il y a un bug et je retrouve donc ici le statut qui est passé à failed avec une date de fin et qui est renseigné ici. Donc voilà, tu peux passer à la vidéo d'après. Accélérer un petit peu, hein. Ouais, ok. Donc ici, on va parler de traçabilité et de rapport de traçabilité que Jira nous offre en fait avec les différents rapports. Ici, je peux créer des rapports de traçabilité. Je choisis ici le scope de mon rapport, donc le projet, la version, l'environnement, le test plan. En fait, ça dépend du rapport qu'on veut générer. Ensuite, dans la partie filtre, je peux filtrer sur les résultats que je veux voir avec, par exemple, la personne assignée. Je peux filtrer par type, par classe de risque, etc. Et j'ai un bouton More qui me permet de choisir les éléments à faire apparaître sur les colonnes de mon rapport. Ensuite, une fois que j'ai choisi ça, je génère mon rapport. Je vais ici avoir un rapport qui va me raconter en quelque sorte ce qui s'est passé pendant le projet, en allant de la spécification jusqu'à l'exécution et au bug de l'exécution. Euh, donc, je pense que on peut passer un peu ici, parce que voilà, de la même manière ici, euh, toujours avec cette traçabilité.
Donc, je peux filtrer sur les résultats. Ici, j'ai des résultats, je peux filtrer dessus. Par exemple, voir que les éléments OK, que les éléments qui sont en non OK, des éléments qui sont uncovered, etc., selon ce que je veux voir dans mon rapport. J'ai la possibilité aussi d'exporter ce rapport en document Excel avec le bouton Export. J'exporte en fait et ce sera un document Excel qui va me lister le rapport qu'on vient de voir ici. On va retrouver donc les différents éléments, les spécifications, les tests, les états des tests, les états d'exécution, l'intervalle d'exécution et on peut trouver également les bugs quand l'exécution, quand on a renseigné des bugs pendant les exécutions. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ces éléments-là en On format avance Excel. là-dessus. On avance parce que là, il est déjà 45. Et en plus, bon, le GAMP 5, seconde édition, il, il va pas Oui, dans le sens de exporter et stocker dans oui, une GED. Il oui, va plutôt l'approche data, garder vos données dans l'outil, quoi. oui, Mais bon, c'est c'est ça. possible quand même. Oui, exactement. En fait, vous pouvez garder vos données donc ici, directement dans les outils Jira Confluence. Et vous avez la possibilité également de les exporter. Et pour les exports, vous avez plusieurs éléments qui peuvent vous aider ou plusieurs fonctionnalités de Jira et de Confluence qui peuvent vous aider à exporter vos différents éléments. Vous pouvez les exporter en Word, en Excel ou en PDF selon le besoin. Ici, dans Jira, les exports se font avec X-Ray Document Generator. Si tu peux passer à la fin, s'il te plaît, Aurélie, juste pour montrer l'exemple d'export. À la fin de la vidéo, voilà, merci. Donc, en fait, ici, vous voyez, ça, c'est un exemple d'export. Ça, c'est une exécution de test qui a été exportée avec Document Generator de Jira et qui nous permet d'avoir notre exécution qu'on vient de voir, mais en format Word. Donc, vous aurez tout le détail ici, mais ça sera un document Word comme on a l'habitude de travailler. Et de la même manière aussi, on a Confluence, qui est un autre outil de la suite Atlassian qui permet de gérer la documentation. Euh, donc ici, je peux directement accéder à Confluence à partir de là. Avec donc Project Pages, je peux ouvrir mon espace Confluence et donc avoir accès pardon, au contenu Confluence et aux différentes pages de mon projet, mais dans Confluence cette fois-ci. De la même manière, je peux exporter ce contenu-là vers du Word ou du PDF et donc avoir une version Word et une version PDF de cette partie-là. Donc, du coup, de manière générale, voilà pour les différentes utilisations. Mais du coup, comme on a vu, ces outils vont nous permettre une gestion de projet plus efficace, plus souple, puisque tous vos éléments sont centralisés dans un seul endroit et qui sont accessibles aussi en un clic, ce qui faciliterait donc la collaboration entre les différents intervenants sur le projet. Vous avez également la possibilité de télécharger ce contenu. Donc, on l'a vu rapidement, mais vous avez la possibilité de télécharger, par exemple, dans les audits ou les inspections. Par contre, juste pour un rappel, cette partie export est quand même à utiliser avec recul, surtout que le GOMP 5 dans sa seconde édition encourage et recommande en fait de laisser vos données dans ces outils-là parce que c'est plus facile pour le suivi, il y a moins de risques d'erreur entre ce que vous avez sur le système et ce que vous avez sur les exports que vous avez téléchargés. Donc rapidement, une question qu'on peut peut-être se poser, c'est est-ce que ces outils ont besoin d'être validés avant de les utiliser dans nos projets?
Donc ici, également, le GOMP5, il répond à cette question, notamment dans l'appendice D9 de sa seconde édition. Dans cet appendice-là, de manière générale, il encourage une approche basée sur la pensée critique et l'évaluation des risques en fonction de l'utilisation des logiciels et de leur impact sur la qualité et la conformité des processus. Et donc, en conséquence, ce qu'il encourage à faire, ce qu'il recommande de faire, c'est un rapport d'adéquation. Voilà. Donc, pas de valider à Voilà. proprement parler, hein, parce que pendant des années et des années, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Pour autant qu'un Oui. serpent ait une queue, mais bon, pas bon. Donc ça, c'est quand même Ok. important, parce que sur beaucoup de choses, quand même, ça, voilà, ça libère pas mal d'initiatives, hein. De toute façon, c'est l'idée du GAMP5 seconde édition, c'est que la réglementation euh, ne freine pas l'innovation, hein. Donc un rapport d'adéquation, si vous l'avez jamais fait, voilà, il faut à peu près une petite semaine pour en faire un, hein. Et pour un paramétrage d'un outil comme ça, bah, sur les process qu'on connaît bien, bon, voilà, c'est une petite semaine aussi en fonction du réglage des workflows que vous voulez mettre en place. Mais on avance. Allez, continuons parce qu'on a d'autres pour aller plus Oui. loin. Oui, donc pour aller plus loin, c'est juste, on va présenter donc quelques fonctionnalités en plus de ce que nous avons vu dans les vidéos. Donc, ces outils-là, ils permettent de s'adapter aux méthodes agiles, donc de générer de preuves à chaque version, sans freiner l'équipe, sans freiner le métier et en respectant la sécurité du patient et la conformité réglementaire. Ils permettent d'avoir une démarche compatible avec des mises en production plus fréquentes et ils permettent aussi une traçabilité jusqu'au code. Ces outils aussi permettent de faire levier sur des pratiques comme le DevOps pour améliorer la fréquence de déploiement, réduire les délais, le taux d'échec, etc. Tu peux passer à la suivante. Donc, avec ces outils, on peut également automatiser les tests. Et qui dit automatisation des tests dit gain au niveau des ressources et du temps, avec des cycles de tests qui seront réduits, un coût à long terme qui sera réduit. On aura aussi des releases plus fréquentes et de s'adapter aux méthodes de développement type DevOps. Alors juste là-dessus, on va juste un mot sur l'automatisation des tests. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils d'automatisation de tests qu'on arrive ensuite à connecter à X-Ray, puisque c'est les X-Ray qu'on a montré là pour tout ce qui est gestion des tests, qui fait qu'en fait, ben, les tests vont s'exécuter, que on va remonter les résultats, je dirais, dans X-Ray. Donc il y a un peu de travail à faire pour faire ça, mais voilà, c'est tout à fait faisable. Pour l'automatisation des tests, on a les outils ont quand même beaucoup évolué. Il y a aujourd'hui des outils qui font appel à l'IA pour reconnaître en fait les différents objets. C'est ce qui était un petit peu le point d'achoppement pendant des années et des années, hein. Donc maintenant, on a des choses qui permettent de réduire la maintenance des tests. Néanmoins, ça coûte toujours plus cher d'automatiser un test que de le faire manuellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ADN propose de mutualiser les coûts avec plusieurs clients sur un certain nombre d'applicatifs en fait qu'on retrouve un peu partout. Donc je pense à SAP, je pense à Sage X3 comme les ERP. Voilà, on essaye d'avoir un certain nombre de briques et en fait on se met d'accord avec plusieurs clients pour mutualiser les coûts pour avoir le bénéfice de l'automatisation des tests, notamment dans le cadre de tests de non-régression. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et donc ici, un autre élément de cette suite Atlassian, c'est le plugin Is Requirements, qui permet en fait d'apporter des vues plus adaptées à la gestion des exigences. Les caractéristiques principales de ce plugin, c'est une gestion d'exigences et de traçabilité, une matrice de traçabilité, et des exports Word, Excel et définition des baselines. Donc, ce plugin-là permet de définir une vue documentaire avec répertoire et exigences et il permet également une édition des exigences. Ah, Euh, donc ça c'est le- intéressant parce que sinon en fait il faut avoir le couplage Jira Confluence et c'est dans Confluence qu'on fait apparaître les tickets Jira
comme on vous l'a montré tout à l'heure. Là, c'est une autre approche où en fait on peut avoir les tickets, enfin, l'approche un peu spécification, mais tout en restant dans Jira. Voilà. Aussi, donc, ce plugin-là, il permet le détail en fait sur l'élément sélectionné avec les liens, les commentaires, la personne assignée, etc. Ensuite, on a cette matrice de traçabilité de is requirements qui nous permet de définir les colonnes à faire apparaître dans cette matrice. Donc, vous avez le contrôle sur ces différentes colonnes. Et ici, enfin, il vous permet d'exporter avec le menu export vos documents en Word ou en Excel. Voilà. Et donc, pour terminer, cet écosystème facilite les échanges, sécurise les process et augmente la satisfaction des utilisateurs. Et donc, de manière générale, cette qualification sans papier répond bien aux exigences réglementaires et qualité de validation, puisqu'elle se focalise sur la valeur de la validation et non sur la production documentaire. Et pour cela, l'utilisation d'un outillage garantissant un processus reproductible et sécurisé est important. Voilà, je termine donc par cette phrase publiée par le guide de l'innovation qui dit qu'avoir une seule source de vérité est plus importante que le besoin perçu d'un document traditionnel. Donc voilà, j'espère que j'étais claire et du coup, je vous remets les différents contacts de chez ADN et je vous remercie de votre attention. Il y a des questions. Il nous reste que quelques minutes. Merci Siem pour cette présentation et Merci à vous aussi. et la gestion du temps, hein. Merci. Merci, Siem. Donc oui, n'hésitez pas Merci si à vous avez vous. des questions. Vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Et du coup, la présentation aussi est disponible dans l'onglet documents à distribuer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, je vais peut-être vous partager un autre sondage. Ça permettra aux personnes de réfléchir s'ils ont des questions particulières. La première, c'est de savoir actuellement comment vous gérez vos matrices de traçabilité. Est-ce que vous utilisez de l'Excel, du Word, du Jira? Est-ce que vous avez des outils de type HPLM ou autres outils? Pas beaucoup de votants. Ah si, ça y est, ça remonte. Si, c'est bon, ça vient. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ok, bon, Ah, tout le monde pouvait voter. Il nous manque un petit pourcentage là pour que tout le monde vote. Mais vous allez voir le résultat est qu'il y a, flagrant. il y a quand même des. Donc, je vais vous partager le résultat. Bon, on est quand même à une une grosse majorité d'Excel. Excel et Word. Si on cumule Excel et Word, on est sur plus de 80%. Donc là, on a une question de Charlène, hein. Doit-on valider l'outil comme un logiciel métier? Alors, pour les gens qui utilisent l'outil pour la validation de systèmes informatisés, la réponse, elle est claire, c'est non. Il faut il faut faire un rapport d'adéquation basé sur cette annexe D9. Ce rapport d'adéquation, il va faire état de comment vous avez sélectionné l'outil, est-ce que l'outil est utilisé par une grande communauté, quels sont les éléments en termes de sécurité, est-ce qu'il y a des rapports, etc., etc. Enfin, il y a un certain nombre de questions, c'est assez bien structuré et il faut répondre, il faut documenter les réponses à un certain nombre de questions. Donc, ça évite effectivement de rentrer dans une validation comme un logiciel métier. Ça ne vous affranchit pas de réfléchir un petit peu avant à ce que vous voulez faire pour le paramétrer correctement. Mais non, ça ne se valide pas comme un outil métier. Par contre, si vous utilisez ça dans le cadre, je dirais, pour faire du dossier technique sur du logiciel dispositif médical, bon là, c'est un peu différent. Il est plutôt recommandé de le valider entre guillemets comme un logiciel métier.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il manque un autre sondage pour déclencher une autre question, je sais pas. Je dois encore en avoir un. Alors, est-ce que dans votre entreprise, vous avez actuellement des projets en mode DevOps, de développement DevOps? Si tout le monde pouvait voter, ça serait formidable. Alors, encore un petit effort. Puis après, dès qu'on va... Merci. Donc on est sur du 80-20, hein. 80 de non, donc pas de projet DevOps de prévu ou en cours, et 20% de oui. Merci à tous pour vos réponses. Alors, je vais Toujours peut-être pas de rajouter un point questions? sur comment on met ça en œuvre chez nos clients. En fait, la méthode la plus efficace, c'est qu'on part d'un projet de validation et on fait en fait le paramétrage et on fait généralement la moitié du travail sur une thématique dans l'outil et l'autre moitié, en fait, c'est vos équipes qui la font dans l'outil également. Mais en fait, on a déjà paramétré, on a déjà mis des données, on a déjà mis des exemples, on a déjà mis au point les rapports. Et en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de conduite du changement. Voilà. C'est de vraiment faire un co-changement, je dirais, avec vous sur ce type de projet, quoi. Voilà. Alors, on fait aussi pour des gens qui ont des projets qui ont déjà des legacy en Word, des legacy dans d'autres outils de test, hein. On est capable de les reprendre et de les monter dans X-Ray, dans Jira pour avoir la possibilité d'avoir la traçabilité, je dirais, complète, hein. Alors, est-ce qu'il y a une question, quelqu'un qui veut peut-être intervenir? À ce moment-là, j'ouvre le micro et puis la personne peut échanger. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on est à votre disposition, hein. Et merci à tous pour votre présence. Oui, Merci merci à à tous. tous. Bonne journée. Très bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.